À la une de ce journal, rappel de l'ambassadeur du Bénin à Niamey, des excuses controversées pour le peuple nigérien. Les autorités béninoises annoncent le rappel de leur ambassadeur après des déclarations de Gildas Agonkan qui a exprimé des excuses au nom du Bénin lors d'une cérémonie au Niger, suscitant des réactions à Cotonou. Et puis, rapport alarmant de la Cour des comptes sénégalaise, la gestion des finances publiques en crise. Le rapport publié sur la gestion des finances publiques au Sénégal révèle une dette alarmante et plusieurs manquements dans la gestion des deniers publics entre 2019 et mars 2024. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal International. Selon des informations recueillies par RFI, les autorités béninoises ont décidé de rappeler leur ambassadeur en poste à Niamey pour consultation. En cause des propos tenus par l'intéressé le 1er février dernier lors d'une cérémonie à Gaïa dans le sud du Niger. Gildas Agonkan avait alors déclaré demander pardon au peuple nigérien au nom de son pays. Des propos qui ont beaucoup de mal à passer à Cotonou. Rappelé pour consultation par le chef de la diplomatie béninoise, Olusegun Adadi Bakari, l'ambassadeur du Bénin au Niger, Gildas Agonkan, est attendu ce jeudi 13 février à Cotonou, où il sera reçu par son ministre de tutelle. Selon les informations recueillies par RFI, les deux hommes se sont parlé au téléphone avant ce rendez-vous. Recadrage, limogeage, à ce stade, impossible de savoir quel sort attend le diplomate qui sera fixé sur son avenir après l'entretien. Mais selon quelques indiscrétions dans les allées du pouvoir, l'affaire Gildas Agonkan est remontée jusqu'au plus haut sommet de l'État puisqu'elle a même été évoquée lors du Conseil des ministres de ce mercredi 12 février. Les déboires actuels de l'ambassadeur du Bénin à Niamey remontent à une déclaration qu'il a faite le 1er février dernier à Gaïa, dans l'extrême sud du Niger, lors d'une cérémonie de remise de diplômes à de nouveaux médecins parmi lesquels figuraient des ressortissants béninois. Au nom de tous les Béninois, au nom des autorités du Bénin, demandez pardon au peuple nigérien parce que nous sommes des frères. Des choses graves se sont passées qui ont engendré des problèmes ici au Niger, ici à Gaïa, avait-il alors déclaré publiquement. En poste depuis le mois d'août dernier seulement, Gildas Agonkan a ainsi eu des propos en totale opposition avec la ligne défendue à Cotonou dans le processus de normalisation en cours entre les deux pays. Il fait suite à la crise diplomatique déclenchée entre Cotonou et Niamey par le coup d'État contre l'ex-président du Niger, Mohamed Bazoum, en juillet 2023. Au Sénégal, la situation des finances publiques est alarmante. C'est la principale conclusion du rapport définitif de la Cour des comptes sur la gestion de l'argent public de 2019 au 31 mars 2024, publié hier mercredi. Très attendu, le document révèle de nombreux écarts et manquements dans la gestion des deniers publics et d'abord une dette publique très importante. Plus de 18 000 milliards de francs CFA de dette. Ce déficit, qui représente 99,67% du PIB, est largement supérieur à ceux qu'avait déclaré le régime sortant de Macky Sall. Supérieur aussi aux prévisions déjà alarmantes du Premier ministre Ousmane Sonko en novembre dernier. Conséquence, une marge de manœuvre quasi inexistante pour l'État du Sénégal et des dettes colossales à rembourser. Mais cette photographie des finances publiques sur les 5 dernières années révèle d'autres manquements dans le respect de la réglementation en matière de gestion des finances publiques. Exemple, des dépenses autorisées en dehors du circuit du Trésor public avec la création des comptes spéciaux. Mais aussi des ressources extérieures qui n'étaient pas inscrites dans la loi de finances, des transactions nébuleuses, autant d'éléments qui posent de problèmes de traçabilité et d'opacité sur la gestion de ces fonds. Sont citées aussi plusieurs transactions nébuleuses qui ne respectent pas la réglementation, comme une vente de bâtiments appartenant à l'État et ensuite loués à l'État pour rembourser les emprunts. Dans l'immédiat, ce rapport confirme une situation financière extrêmement fragile pour le Sénégal. Les nouvelles autorités ont chiffré à 18 000 milliards de francs CFA les besoins pour atteindre les objectifs de développement qu'ils se sont fixés pour 2050. C'est aujourd'hui le montant de la dette à rembourser.
La justice ivoirienne a condamné à 10 ans de prison Justine Koua et Damana Dia-Picas, respectivement secrétaire général adjoint et second vice-président du Conseil stratégique et politique du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, la formation politique de Laurent Gbagbo, mercredi 12 février. L'un et l'autre ayant manifesté leur intention de faire appel de leur condamnation, ils sont ressortis libres du tribunal de première instance d'Abidjan. Poursuivis dans deux dossiers distincts devant le tribunal de première instance d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Justin Koua et Damana Adikia ont été condamnés à une même peine de prison de 10 ans. Entre autres, mercredi 12 février, actuel secrétaire général adjoint du PPCI, le parti de Laurent Gbagbo. Justin Koua a été reconnu coupable de troubles à l'ordre public et d'incitation insurrectionnelle dans le cadre des violences préélectorales de 2020. Second vice-président du Conseil stratégique et politique de cette même formation, Damana Adikia écope lui en outre d'une peine de 10 ans de privation de ses droits civils et 5 ans d'interdiction de paraître sur le territoire, sauf dans son département de naissance, pour atteinte à la défense nationale, association des malfaiteurs et complot contre l'autorité de l'État, dans l'affaire de l'attaque contre le camp militaire d'Abobo Kouté en 2021. Dans les deux cas, le tribunal a suivi l'essentiel des réquisitions du parquet, même si la semaine dernière, le procureur avait requis une peine de prison beaucoup plus lourde à l'encontre de Damana Picas, 20 ans avant qu'un message soit lancé à ceux qui ont décidé de mener des actions. Oumar Draman Kone avait notamment expliqué que ce dernier était le financier de l'attaque contre le camp militaire d'Abobo. Leurs avocats ayant dénoncé leur intention de faire appel d'une décision qu'ils qualifient d'injuste et d'inique. Les deux condamnés sont ressortis du tribunal entourés de plusieurs responsables politiques du PPACI, qui eux non plus ne cachaient pas leur amertume. Les condamnations qui ont été prononcées sont des condamnations politiques. Nous allons donc continuer la bataille avec nos avocats jusqu'à ce que l'on ait gain de cause, a déclaré ainsi par exemple Sébastien Dono Djedji, le président exécutif du parti de Laurent Gbagbo. La boxeuse algérienne Iman Khelif a dénoncé de nouvelles fausses accusations de la Fédération internationale de boxe qui bataille sans relâche contre la présence de la championne olympique en catégorie féminine et indiqué qu'elle n'excluait pas une riposte en justice. L'IBA était exclue du mouvement olympique, mais contestait lors des Jeux 2024 de Paris le droit d'Iman Khelif et de la Taïwanaise Ling Yongting à concourir chez les femmes. Elle a annoncé lundi 9 février une offensive judiciaire contre le CEO. L'IBA a encore proféré des accusations sans fondement qui sont fausses et insultantes, a écrit mardi 11 février Iman Khelif dans un communiqué publié sur Instagram. Mon équipe est en train de soigneusement passer la situation en revue et prendra toutes les mesures légales nécessaires pour rassurer que mes droits et les principes de la concurrence loyale soient respectés. Je suis là, je n'irai nulle part, je me battrai sur le ring, je me battrai devant les tribunaux et je me battrai devant l'opinion publique jusqu'à ce que la vérité soit indéniable, a-t-elle encore promis. L'IBA dirigé par la Russe, Omer Kremlev, a affirmé déposer plainte auprès du procureur général de la Suisse, Stéphane Blatter, et préparer des plaintes similaires auprès des procureurs généraux de France et des États-Unis. 8 mois après le tournoi olympique, l'IBA s'estime conforté dans une offensive par le décret signé par le président américain Donald Trump pour tenter d'empêcher les athlètes transgenres de pratiquer des sports féminins. Ni Iman Khelif, ni Ling Yongting ne sont des femmes transgenres, mais selon l'organisation, ce texte prouve que l'INBA est resté ferme, protégeant à juste titre les boxeuses contre la concurrence déloyale. Privée depuis 2019 de l'organisation de son propre tournoi olympique en raison d'une cascade de problèmes de gouvernance, l'INBA avance que selon la loi suisse, toute action ou inaction qui présente un risque pour la sécurité des participants à une compétition mérite une enquête et peut servir de base à des poursuites pénales. L'organisation affirme avoir exclu des mondiaux 2023 les 2 athlètes qui ont toujours concouru chez les femmes parce qu'elles seraient porteuses de chromosomes XY, une preuve de masculinité martèle l'IBA.
le comité international olympique qui a géré en direct le tournoi olympique de boxe-foot des fédérations internationales reconnues s'est à l'inverse appuyé sur le passeport des deux concurrentes. Iman Khalif a rappelé dans son communiqué qu'elle avait, par le passé, déjà dû faire face à de l'adversité. Mais je me suis battue contre chaque revers, chaque fausse accusation, chaque tentative de m'effacer. Et j'ai gagné, a-t-elle dit, assurant qu'elle continuerait de concourir avec honneur et intégrité. Alors que le président Salva Kiir a entamé une purge dans l'appareil de l'État et annoncé des remplacements, la promotion d'un certain Benjamin Bolmel qui fait beaucoup réagir. Devenu lundi 10 février vice-président en charge de l'économie, l'homme d'affaires est sous sanction des États-Unis pour corruption, placé d'abord en 2017 et à nouveau en 2021. Mais avec cette nomination, de nombreux Sud-Soudanais considèrent que Salva Kiir prépare sa succession. C'est au lendemain de son retour des Émirats arabes unis, où il a passé une semaine, que Salva Kiir a mis en exécution ce remaniement majeur, l'un des changements politiques les plus spectaculaires à Djouba. Pour le chercheur Daniel Akeshtian de l'International Crisis Group, dans une série de décrets qui a fait l'effet de tsunami politique, le président sud-soudanais a poursuivi la purge de l'État et a démis de leurs fonctions et remplacé le chef de service secret, 2 ministres, un gouverneur régional ainsi que 2 vice-présidents. Dans la foulée, il annonce la promotion de Benjamin Bolmel à la vice-présidence chargée de l'économie. Le tout semble indiquer un choix de succession pour Salva Kiir qui a 73 ans. Selon Daniel Akeshtian, certains éléments indiquent que le président élimine ses rivaux potentiels pour ouvrir la voie à son successeur Benjamin Bolmel. L'homme d'affaires de 47 ans est une figure qui divise. Conseiller du président Salva Kiir pour les projets spéciaux depuis 2022, il est accusé par Washington d'avoir perçu plus de 3,5 milliards de dollars de contrats publics pour construire des routes qui n'ont jamais été terminées. Mais selon Daniel Akeshtian, sa nomination pourrait au contraire unir les rivaux de Salva Kiir contre lui. Si elle divise en interne, la nomination de Benjamin Bolmel comme vice-président aurait peut-être aussi des conséquences diplomatiques avec le Soudan dans un contexte déjà tendu. Car le nouvel arrivant a en effet des liens particuliers avec les Émirats arabes unis, accusés de soutenir les paramilitaires FSR dans la guerre contre l'armée soudanaise. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Tchad Info.